Ça sert aussi à ça, la garde. C'est qu'en plus de la négociation, de l'aide juridique qui est absolument fondamentale, parce qu'en fait, on se bat jamais mieux qu'en connaissant nos droits, c'est aussi une écoute. C'est-à-dire de ne pas se sentir seul, parce que souvent, c'est quand même un métier où on est très seul. Tu voulais nous poser la question de pourquoi les réalisateurs se syndiquent pas, mais parce qu'en fait, ils sont isolés, donc ils savent même pas comment faire. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 30, ressources. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice, à l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Ces chroniques making-of vous invitent dans les coulisses du processus de création. Projet alternatif autoproduit ou documentaire destiné à la télévision ou au cinéma, de l'idée du projet à la diffusion, comment s'est construit ce film ? Car créer un documentaire est une aventure incertaine au long cours. Il y a quelque temps, en discutant avec d'autres personnes de l'audiovisuel, j'ai entendu parler de la Garde, la guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires. Mon oreille curieuse était intriguée. Découvrir qu'il existe une structure syndicale pour défendre nos métiers, nos droits, nos réalités d'auteurs et d'autrices dans un secteur souvent précaire. Alors aujourd'hui, je vous propose une conversation à 4 voix, enregistrée en novembre 2023, donc il y a des choses qui ont pu évoluer depuis. Et vous entendrez donc Perle Schmitt-Morand, qui est déléguée générale, Sandra Rude, qui est autrice, réalisatrice et administratrice de la Garde, et Sophie Douve, chargée de mission. C'est un échange précieux pour comprendre les missions de la Garde, ses combats, ses outils, et surtout ce que ça peut changer pour nous, les auteurs et autrices du réel. Bonne écoute. Est-ce que vous pouvez me dire l'histoire, la fondation de la Garde ? La Garde, c'est quoi ? D'ailleurs, ça veut dire quoi, la Garde ? La Garde, ça veut dire la guilde des auteurs, réalisateurs de reportages et de documentaires. C'est un syndicat qui a été fondé en septembre 2019 par un groupe de réalisateurs qui, d'un seul coup, se sont dit il faut qu'on s'unisse pour porter notre voix en haut lieu, parce qu'on travaillait chacun dans notre coin, et finalement, quand on a tous les mêmes revendications, et on n'arrive pas à faire s'entendre. Il faut qu'on fasse groupe pour qu'enfin les chaînes, les pouvoirs publics nous entendent. Sandra Rude, autrice, réalisatrice et administratrice. Donc ça a commencé un peu beaucoup par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, par des groupes d'amis, des rédactions entières. Et ça a commencé, oui, par un groupe Facebook. Les réalisateurs étaient outrés, ceux qui étaient en tout cas au courant d'une chose, c'est qu'en fait, on est la seule profession qui n'avons pas de salaire minimum conventionné. C'est-à-dire que quand on regarde la grille des salaires dans l'audiovisuel, alors que vous soyez monteur, ingénieur du son, caméraman, et bien ça va jusqu'au chef d'éco. L'audiovisuel, c'est quand même un prisme large. Ça peut être de la fiction, donc il faut avoir des costumiers. Tout le monde, des maquilleurs, des coiffeurs, tout le monde a un salaire conventionné, sauf les réalisateurs. Va savoir pourquoi. Et à cette époque-là, en septembre 2019, on réagissait parce que quand même, les syndicats comme le SFR-CGT avaient une réunion avec les syndicats de producteurs qui nous disaient très bien, vous voulez un salaire minimum conventionné, on va vous le donner à 120 € brut jour. Alors 120 € brut jour, sachant qu'en général, les caméramans, c'est 300, que le réalisateur, c'est le chef d'équipe. Déjà, c'est quasiment un tiers du salaire du chef-op. Non qu'on veuille faire du nivellement par le bas, mais déjà matériellement ça posait problème. Et puis on est payé, on est à l'annexe 10 des intermittents du spectacle, c'est-à-dire que en gros on fait des cachets de 12 heures. Donc 120 divisé par 12, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou maths spé pour se rendre compte que ça faisait du 10 € de l'heure, c'est-à-dire le SMIC horaire. D'ailleurs, la réponse des syndicats de producteurs, c'est de dire « Ah très bien, vous voulez un salaire minimum, on va vous donner le SMIC ». En fait, on va s'aligner sur le salaire minimum de base. Du régime général. Du régime général. Et évidemment, c'était inentendable pour des professions qui réclament une certaine compétence, quoi. J'ai rien contre les gens qui gagnent le SMIC, au contraire, je me demande comment ils s'en sortent. Mais on s'est dit, c'est pas juste. En fait, ce n'est pas proportionnel à la charge de travail, aux compétences qu'on nous demande et aux responsabilités qu'on a. Voilà, parce que quand on est auteur et réalisateur, c'est pas juste faire des jolis films. Si vous avez... ce que je dis tout le temps, c'est vous faites un sujet un peu polémique, un peu politique, un peu économique, et que une société, par exemple, a décidé de vous conduire devant les tribunaux pour diffamation. En tant qu'auteur et réalisateur, vous êtes tenu d'aller devant les tribunaux. Il y a le diffuseur, le producteur, mais aussi il y a ce poids moral. Alors, tout le monde ne fait pas d'investigation qui nécessite ça, mais on se dit le SMIC, c'est pas possible. Ça peut pas être aussi décalé par rapport à ce qu'on nous demande de faire et aux compétences qu'on nous demande d'avoir. Donc voilà, la grogne est partie de là. Et puis on s'est rendu compte assez vite que ça faisait
il y avait un effet traînée de poudre. C'est-à-dire que d'un premier groupe Facebook, on était à une première réunion, c'était à la Cinémathèque de Beaubourg, à Paris, et on était 25, 30 peut-être à cette réunion. On a juste échangé tous nos pseudos sur les réseaux sociaux, et de ce groupe-là, on a diffusé autour de nous en disant vous n'avez pas pu assister à cette réunion. Or, voilà ce que nous proposent les producteurs. Et ça a essaimé en une semaine, on était 700. À se dire, maintenant, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que la Guilde est née, enfin la Garde. Tu parles de la fondation de la Garde en 2019. Je suppose que ce genre d'initiative de rassemblement de documentaristes, c'est pas forcément nouveau. Je sais qu'il existe d'autres structures, qu'elles soient syndicales, associatives, qui souhaitent, dans ce que je comprends de ce que vous avez envie de faire, dans la défense des droits des documentaristes, et pas que, parce que tu as dit reportage également et auteur, en quoi vous vous différenciez des structures déjà existantes, en fait ? Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, la Garde, c'est le seul syndicat reconnu par le ministère de la Culture à exister. Je salue nos camarades de la boucle documentaire, qui sont plus de 1000, très implantés aussi dans les territoires, et qui font un travail formidable, mais il n'existait pas de syndicat en tant que tel, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse s'asseoir aux tables des négociations, c'est-à-dire dire, attendez, là ça va pas, on demande à être entendu, on demande à participer à telle commission, ce que fait la Garde depuis son existence. C'est-à-dire, on veut maintenant avoir le droit au chapitre. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, les producteurs entre eux-mêmes disent, très bien, salaire minimum, 120 € brut jour, non, nous ça ne va pas, on veut pouvoir aller dire, attendez, non, ça nous concerne, on a le droit de donner notre point de vue. Alors nous, donc la Garde, en tant que syndicat, on a plus de visibilité sur la complémentarité, en fait, justement, des organisations existantes. Donc on intervient en complément de la SCAM, qui elle est un OGC et qui intervient vraiment sur le droit d'auteur. Un OGC, c'est quoi ? Pardon, c'est un organisme de gestion collective. Perle Schmitt-Morand, déléguée générale. Donc il va percevoir les droits et les reverser à ses membres. Les droits donc perçus au titre de la diffusion de leur œuvre. Donc voilà, donc on va avoir des missions évidemment, on va dire communes, similaires, à savoir l'accompagnement juridique de nos membres respectifs, donc sur la relecture de contrats, sur la négociation de contrats. Après, la Garde se distingue par rapport à cet accompagnement juridique qu'apporte la SCAM. Elle se distingue par son périmètre parce que la Garde intervient aussi sur le droit du travail. D'où le choix de se constituer en syndicat, c'est d'avoir un périmètre plus large. Et c'est vrai qu'on se rend compte que s'il y a beaucoup de problématiques que l'on relève en droit d'auteur, c'est aussi très compliqué pour les auteurs-réalisateurs de faire respecter leurs droits en matière de droit du travail. On va avoir affaire à vraiment des gros manquements à la législation et surtout on est confronté à la problématique du travail dissimulé. À savoir que les réalisateurs vont travailler un certain nombre de jours, mais ils ne vont pas être payés pour l'intégralité de ces jours effectivement travaillés. Ça, c'est par rapport à la SCAM. Ensuite, on a aussi cette complémentarité par rapport à la boucle documentaire, justement qui, elle, est une fédération qui regroupe des associations au niveau régional et national, mais donc qui va être plus sur le maillage territorial et dont le périmètre va porter sur le documentaire de création. Là où finalement la Garde a un périmètre qui est plus large, c'est aussi bien documentaire de création que magazine et reportage, ce qui coïncide avec le répertoire de la SCAM. Et donc voilà, maintenant qu'on sait un peu les spécificités de chacune de ces 3 organisations qui interviennent en matière de documentaire, on sait quelles sont les positions respectives de chacune, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir en tête notre complémentarité. Et c'est aussi en front uni, en tout cas en tant que ces 3 organisations, qu'on va négocier les accords interprofessionnels qu'on a pu négocier par le passé, notamment la charte tripartite, qu'on a signée avec France Télévisions et les syndicats de producteurs. C'est la première fois, en tout cas en documentaire, qu'un diffuseur prend un engagement venant clarifier les attributions respectives de chacun des acteurs de la chaîne, donc auteur, producteur, diffuseur. Parce que généralement, le problème, c'est que même si les diffuseurs peuvent être à l'origine de certaines problématiques que les auteurs vont rencontrer dans leur relation avec leurs producteurs, les diffuseurs, eux, ne sont pas partis au contrat qui lie les producteurs aux auteurs. Donc là, la charte tripartite, ça a eu un effet, on va dire, vraiment très structurant dans le secteur documentaire, à savoir que, notamment, France Télévisions s'est engagée à n'examiner que des projets qui sont accompagnés d'un contrat. Donc que ce soit un contrat de cession de droit ou un contrat d'option, mais ce qui signifiait un engagement contractuel de la part du producteur, qui garantit donc, en principe, une rémunération. Là où, finalement, les producteurs, auparavant, pouvaient proposer à France Télévisions des projets qui avaient été rédigés par des auteurs, mais sur lesquels il n'y avait absolument aucun engagement et pour lesquels aucune rémunération n'avait été versée. C'est nos 3 organisations d'auteurs réunies, SCAM, Garde, Boucle Documentaire,
qui ont donc négocié la charte tripartite et l'accord sur la rémunération minimale globale du dossier documentaire. Donc ça, c'est un accord qu'on a signé en janvier 2023 au FIPADOC et c'est le premier accord qui intervient pour garantir la rémunération systématique de l'écriture du dossier documentaire, donc qui comporte synopsis, note d'intention et note de réalisation. Alors. Et ça, tu dis, c'est qu'avec France Télévisions? Alors ça, cet accord, c'est qu'avec les producteurs, donc qui a été négocié entre auteurs et producteurs, qui a été signé au FIPADOC et qui a été étendu par arrêté ministériel, donc qui s'impose à toutes les sociétés de production, quand bien même celles-ci ne seraient pas syndiquées auprès d'un syndicat signataire de l'accord. Et c'est quoi, c'est 2 000 € max? Oui, c'est ça. Le principe, c'est pour la rédaction de ces 3 éléments constitutifs du dossier documentaire, c'est le versement de 2 000 €. Après, il y a eu cette latitude concédée aux producteurs de pouvoir scinder cette rémunération en deux. Un premier versement à minima de 1 000 € et ensuite le deuxième volet de rémunération versé à la condition que le producteur ait réuni un financement minimum de 6 000 € dédié au projet. Et quand tu parles de 2 000 €, quand on parle de montant, du coup là c'est pour des contrats d'auteur, donc ça va être des contrats en note d'auteur, c'est du hors taxe, c'est du brut? C'est du hors brut. taxe, c'est du brut. Non, vraiment, l'importance de la signature de ce contrat, c'est la reconnaissance du travail d'écriture. C'est très bête, mais en fait, la prise de risque, elle est partagée. C'est-à-dire qu'un producteur, à partir du moment où il croit à une idée, il n'a pas 10 dossiers à les présenter à une chaîne qui lui ont coûté 0. Et c'est ce qui se passait souvent. On entendait les producteurs dire « Ah bah, ils l'ont pas pris !» Mais parce que j'en avais un autre derrière que je voulais pitcher mieux et il les lisait en diagonale d'une certaine manière en se disant sur les 10, ils vont bien m'en prendre un. Là, à partir du moment où ils mettent un peu la main au portefeuille, je pense que matériellement, ils ont plus envie de les défendre aussi. Donc, il y a peut-être une sélection qui est faite plus drastique à la base. C'est-à-dire qu'avant qu'ils vous signent un contrat, il faut qu'ils soient intéressés par le projet que vous leur ramenez. Mais il vaut peut-être mieux ça plutôt que de faire travailler les gens en disant oui, peut-être que ça va marcher. Dans le doute, tu vas écrire pendant 1 mois, 2 mois, faire ton enquête dans ton coin. Et puis ça passe pas. La prise de risque, en fait, elle est un peu plus partagée. Et du coup, si je comprends bien, moi demain, si je me dis c'est super, j'ai un projet génial que je veux solliciter un producteur, j'ai trouvé la personne, techniquement, à partir du moment où il est intéressé, il doit me signer un contrat d'auteur. Et du coup, commencer à verser 50%, donc 1 000 € comme tu l'as évoqué, c'est ça? Ok. En droit d'auteur. Et ça, il faut le rappeler, enfin, c'est une vraie avancée. Et de reconnaissance, c'est assez symbolique. C'est évidemment 1 000 € quand on voit le temps que ça prend d'écrire un dossier. Alors évidemment, tous les films sont différents, mais de trouver les bons personnages, trouver la bonne accroche, trouver la bonne idée, ça peut prendre des mois et des mois. Donc, une fois de plus, c'est pas proportionnel au temps passé. Mais c'est une reconnaissance quand même qu'il y a un travail. Et 2, c'est une prise de risque qui est beaucoup plus partagée. Du coup, tu vois, c'est intéressant parce que moi, je suis réalisatrice débutante dans le milieu de la télévision. Et je pense que comme toute personne qui débute et qui n'a pas encore eu d'expérience à ce sujet-là, ça pose toujours la question de... Moi, j'ai déjà eu, par exemple, j'avais un projet sur des prisons. J'ai d'abord sollicité une première boîte de prod à qui j'envoie le dossier, qui m'a répondu, qui m'a dit « Tiens, il faut que tu refasses des modifs sur ton dossier, ce serait bien que tu fasses ça, ça, ça. » Ok, bon, tu fais une première modif. J'en ai pas fait 1000, donc c'est déjà cool, de ce que j'entends. Finalement, j'ai été sans nouvelles de cette personne, j'ai sollicité une autre boîte de prod qui ne m'a rien demandé, mais qui effectivement a envoyé le dossier sans rien signer avec moi, effectivement. La question que je me pose, c'est effectivement quand on suppose que le producteur est intéressé, à partir de quand on suppose qu'il y a un travail d'écriture qui commence ? À partir du moment où l'auteur commence à écrire. Juste pour comprendre dans la chronologie, à vos yeux, comment ça devrait se passer. J'ai un projet, je fais 5 pages pour présenter mon machin, pour le présenter à un producteur qui dit « Ok, c'est intéressant ». Et là, il peut me dire « On commence à signer un contrat d'auteur pour que tu développes et que tu fasses quelque chose de plus abouti comme un... » C'est ça ? Oui, grosso modo, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile pour un producteur, à moins qu'il y ait un pitch... Enfin, ça dépend vraiment toujours des sujets. J'ai une interview exclusive de Madonna qui va m'ouvrir les portes de sa villa en Californie. Je pense que tous les producteurs vont dire oui, bien sûr. Après, voilà, les producteurs vont s'engager aussi s'ils se sentent en mesure de défendre des films. Eux aussi, ils sont comme nous, hein. Ils ont des appétences. Ils vont réfléchir sous forme de à quelle chaîne et sur quelle case. C'est leur job. Et dire je le sens pas et donc je vais pas te le prendre. Ça peut arriver aussi, mais au moins le travail est pas fait pour rien.
Dans ces cas-là, à l'auteur de chercher un autre producteur dont ils sont, dans les films qu'il a produits, qui pourrait avoir une sensibilité pour... en plus, et par ailleurs, je voudrais rajouter une chose aussi qui me semble en fait assez fondamentale. C'est reconnaissance du travail des auteurs, partage de la prise de risque, parce que si c'est pas vendu, au moins le producteur aussi il aura mis un peu de sa personne, mais c'est aussi une protection juridique. Et là, ça existe beaucoup que des dossiers soient piqués, parce que le diffuseur en veut, mais connaît pas le réalisateur, et dit le sujet est super, mais en fait le réal je connais pas, ou la réal je connais pas, donc je préférerais que ça soit un tel que je connais bien, que je sens bien pour ce type de film le faire. C'est une protection juridique. À partir du moment où vous avez un contrat qui stipule et qui est déposé, quand vous avez un contrat d'option, un contrat de développement, plus un dossier qui est déposé dans les chaînes en suivi, c'est plus compliqué après d'éjecter l'auteur dont le diffuseur pourrait ne pas vouloir. C'est-à-dire que juridiquement, on peut dire, attendez, ce film est signé, mais sans moi, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a possibilité de rattrapage, en tout cas. Ils peuvent toujours justifier qu'ils le confient à un réalisateur qui juge plus talentueux, ou ce genre de choses. Déontologiquement, c'est sujet à caution, mais en tout cas, juridiquement, l'auteur a quand même une preuve d'un travail au préalable fait sur cette œuvre en particulier, quoi. Vous avez dit que cet accord-là, ça date de janvier 2023, donc c'est très récent. Mm-hmm. Comment ça a été accueilli par la profession? Par la filière, ça a été bien accueilli, tout en sachant que ce sont des négociations qui se sont déroulées dans le cadre de l'exécution, l'application d'une directive européenne, donc la directive 3 d'auteur qui a été transposée en droit français. Et c'est sur le fondement de cette directive que les négociations ont eu lieu. En principe, et je rebondis sur ce que tu disais Sandra, c'est que en principe, était prévue une négociation sur la rémunération proportionnelle des auteurs. Donc, à savoir les fameux RNPP qui permettent à l'auteur d'être associé au succès de son œuvre. Tu peux juste... Les recettes nettes par producteur qui permettent d'associer donc l'auteur au succès de son œuvre dans le cadre de l'exploitation de celle-ci. Après, au niveau des organisations d'auteurs, ça a été un consensus assez évident de ne pas partir sur la négociation d'une rémunération proportionnelle, mais justement de partir sur la négociation d'une rémunération en amont, donc cette phase d'écriture, au cours de laquelle, effectivement, l'auteur est le plus en proie en fait, à la précarité et à cette prise de risque, parce que c'est vraiment le point de départ, le point d'ancrage, la matière première à ensuite une œuvre qui pourra aboutir ou non. Et donc, c'est ce cas de figure-là, en fait, que les auteurs ont voulu protéger. Et c'était quoi ta question? C'est comment est-ce que ça a été accueilli par la profession? En fait, par les réals, ça a été... Il y en a certains qui ont considéré qu'il y avait un risque d'affaissement, en fait, de nivellement par le bas de la rémunération par rapport aux rémunérations qu'ils pouvaient négocier individuellement. Mais là encore, cet accord a été signé aussi pour protéger les auteurs de dossiers de présentation documentaire finalement qui n'aboutiraient pas. Donc c'était pour couvrir ce spectre vraiment très très large. Et c'est pour ça qu'on est parvenu à cette rémunération. Après, c'est vrai que nous, on rappelle très souvent, là, d'après les retours qu'on a de nos adhérents, que le principe de base, c'est 2 000 € de rémunération. Et qu'on ne part pas de base sur un versement en 1000 plus 1000. Voilà. Oui, pour compléter, j'ai entendu la même chose, parce que forcément, mes consoeurs et confrères disent « Oui, mais avant, pour un dossier, pour Arte, je t'ai payé 1500 ou 2000, maintenant on me propose 1000 ». Et en fait, c'est toujours le problème, c'est que c'est une sorte de loi qui doit bénéficier au plus grand nombre. Et donc, rien n'empêche de dire, non, je le faisais avant pour 1500 ou 2000, donc on va déjà partir sur cette base-là. Il faut juste penser à l'ensemble de la profession, où il y a des gens qui sont justement débutants, ou qui ont moins de films à montrer, qui se sentent moins en position de force face aux producteurs. Là, au moins, ils sont sûrs d'avoir 1000 €. Là où ils avaient 0, donc... Voilà, il ne faut pas oublier aussi que si le film finalement aboutit et est acheté, puisque un dossier c'est juste pour aller appâter le diffuseur, mais c'est cet argent-là, que vous ayez 1000 ou 2000 de toute façon dans votre contrat, on va vous les retirer d'une manière ou d'une autre. Donc non mais c'est vrai. Enfin, ça va être inclus dans le forfait global que le producteur va vous proposer pour vous rémunérer pour le 26, le 52, le 70 minutes ou le 90 minutes que vous allez faire. Donc, attends, je t'ai déjà donné ça. Après, c'est de la négociation gré à gré.
C'est toujours au réalisateur de dire non, ça c'était une première phase. Le forfait de base est de temps. On va rester sur ce qui est la grille de salaire ou de forfait la plus usitée pour tel type de film, telle durée, telle case. Voilà. C'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Après, évidemment, c'est comme de tout. Il y a toujours des gens qui disent « mais je gagnais plus avant ». Reste à voir. Au final, les 2000, si le film est vendu, ils les auront. C'est évident. Donc, finit toujours par les avoir. Je trouve que c'est une protection juridique et une façon de faire reconnaître, vraiment d'un point de vue purement moral, un travail qui est fait. Et c'est tout un écosystème, le documentaire, qui repose beaucoup sur un nombre considérable d'heures de travail dissimulé. Donc, que de temps en temps, quand même, il y ait un petit quelque chose qui soit donné, c'est plutôt une grande avancée. Il faut le voir comme ça, quoi. Oui, et puis ça permet aussi de généraliser en fait la pratique contractuelle, là où finalement il y avait quand même très peu de contrats auparavant. Ça permet aussi à l'auteur qui aura fait ce travail d'écriture de se positionner et de s'assurer qu'en tout cas dans le contrat, ce sera lui qui sera réalisateur si jamais le projet devait être mis en production. En revanche, sur ce que tu dis sur la question du forfait, que ces 2000 € seront déduits de la rémunération à venir pour d'autres phases ultérieures. L'idée, c'est que chaque rémunération soit cloisonnée à une phase et que ce ne soit pas des vases communicants. C'est ce qu'on essaye de faire pour nos adhérents. On ne gagne pas 2000 balles pour qu'ensuite ils nous soient retirés sur la phase de réalisation. Ça, c'est un idéal à atteindre. Alors après, voilà. Le gré à gré face au producteur, voilà. Il faut être très bon au bras de fer. Donc, je recommande à tous les réalisateurs qui vont nous écouter de se muscler un peu, parce que souvent, c'est quand même un petit peu... Voilà. Il y a toujours du gré à gré, puis il y a toujours des choses qui sont mises dans la balance. Il ne faut pas être idiot non plus quand on est réalisateur. Tous les films ne coûtent pas la même chose. Il y a des films qui vont coûter très cher parce que c'est du tout archive. Et ça, c'est pour les auditeurs qui ne le savent pas. Mais non, les archives ne sont pas gratuites. C'est pas parce qu'ils peuvent aller en voir sur lina.fr et qu'ils en ont vu des super. Et vraiment, c'était génial. Maintenant, quand vous faites un film, c'est une exploitation commerciale et vous les payez et c'est cher. Donc voilà, typiquement, un film tout archive, c'est extrêmement cher. Un film qui nécessite des voyages, ça va être extrêmement cher. Si vous avez une interview à faire absolument nécessaire à New York et que le producteur doit vous envoyer de France à New York, de toute façon, ça lui coûtera au moins une nuit ou deux d'hôtel. Voilà, après, c'est vraiment du gré à gré. Il faut être intelligent de part et d'autre, quoi. Mais au moins, on part sur un contrat. C'est un vrai contrat qui est... Voilà, l'auteur a eu l'idée, l'auteur l'a développée, l'auteur a eu un parti pris sur un sujet quel qu'il soit. Il est lié contractuellement, il est lié vis-à-vis aussi du diffuseur qui a eu ce dossier et qui l'a enregistré pour l'étudier. C'est-à-dire que le nom ne disparaît pas comme ça dans un magma de on ne sait plus qui, on va l'attribuer à Pierre, Paul ou Jacques, quoi. Et de la part des producteurs, comment ça a été accueilli ? Parce qu'en fait, je me dis, même déjà, poser un contrat d'option, tout le monde ne le fait pas. Quels sont les retours que vous avez ? Parce que j'imagine qu'en fonction aussi de ceux qui sont sélectifs ou qui sont à l'automatique, est-ce que ça change quelque chose pour eux ? Ou en fonction de la taille qu'ils ont ? Les négociations ont été bloquées pendant un long moment. En fait, c'était sur cette question à partir du moment où on a accepté que la rémunération de 2000 € soit scindée en 2 volets, il y a eu beaucoup de désaccords, en tout cas sur le montant de financement à réunir à minima pour déclencher le versement du 2e volet de rémunération. Donc, comment est-ce que ça a été accueilli par les producteurs ? Certains producteurs, eux, étaient en faveur d'un seuil de financement à atteindre à 8000 €. Là où finalement les auteurs considéraient déjà qu'en ayant fait une concession de scinder cette rémunération en 2 volets, 8000 € était un seuil beaucoup trop élevé. Et finalement, c'est le CNC qui a tranché, avec la réserve d'évaluer les effets de notre accord sur la filière et notamment sur les petites sociétés de production, afin d'évaluer si oui ou non il était raisonnable de rester sur ce seuil de 6 000 ou de l'augmenter à 8 000 €. Oui, une fois de plus, alors je vais me faire l'avocate du diable, mais les producteurs ne sont pas nos ennemis, mais tout le monde n'a pas les mêmes ressources financières. Ça dépend vraiment de la taille de la société de production. Quand vous avez des grosses boîtes avec plus de 150 employés, du flux qui arrive, enfin, une sorte de trésorerie en fait.
Bon, 1000 ou 2000 euros, je pense que ça leur coûte pas, ça change pas vraiment le compte de résultat en fin d'année. Quand vous êtes une petite société de production qui fait plutôt du documentaire de création plutôt ambitieux, et que vous avez 2-3 films par an qui tournent, oui, 1000 euros, ça peut leur sembler beaucoup, mais justement, qu'ils prennent le risque, justement parce qu'ils font des films ambitieux, il y a l'ambition aussi de mettre un peu d'argent dans les films auxquels vous croyez. Donc oui, je comprends que c'est plus tiqué chez certains producteurs. Eux-mêmes, ils sont comme les réalisateurs, les auteurs-réalisateurs. Il y en a des très puissants et il y en a des moins puissants. Enfin, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de trésorerie. Il y a des gens qui n'ont qui ont peu d'assises financières et pour lesquels, oui, c'est une prise de risque en capital. Mais c'est ce que je disais, c'est une prise de risque qui doit être partagée. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On entend souvent dire « Ah bah oui, mais t'as de la chance, tu fais un métier passion ». Je dis « Mais passion, patience, pas de pognon ». Enfin, tout ça rime. Et je connais peu de professions où, en fait, on fait travailler les gens gratuitement. Et c'est toujours la difficulté à laquelle on est confronté pour ce qui concerne les négociations relatives au documentaire. C'est la diversité des structures de sociétés de production, c'est une variété de modèles économiques. Et c'est aussi là ce vers quoi on se dirige pour la négociation de l'EMR documentaire. On est très attendu là-dessus, sur la fixation d'un salaire minimum conventionnel, en prenant en considération justement tous ces paramètres. Là, tu viens de dire l'EMR, c'est ça ? Oui, c'est l'enveloppe minimale de réalisation. Ok, donc là, c'est votre cheval de bataille, en l'occurrence. C'est ça. Tu peux m'en dire plus à ce sujet ? Et justement, pour sortir de l'impasse en fait, de ces négociations qui s'éternisent depuis de nombreuses années, qu'en fait, la fiction, donc, qui, elle, est un genre pour lequel ça aboutit, est partie sur une négociation plus globale, à savoir la sécurisation d'un salaire minimum, accompagnée aussi d'une rémunération en droit d'auteur, donc pour la fiction. Et donc, nous, on s'apprête à entrer en négociation donc sur un modèle similaire, en tout cas, cette double rémunération, salaire, droit d'auteur. Donc, on s'apprête à rentrer en négociation pour une enveloppe de rémunération pour le documentaire. Et en l'occurrence, en fiction, ça se chiffre à combien, le salaire minimum, du coup ? Ils sont à 300 € jour. Et alors, après, ça porte... alors, c'est vraiment... Ils sont partis sur des négociations selon le format et qui ne concernent que les fictions, je crois, bien financées, donc en prime time. Voilà, ça, c'est le périmètre de leur accord. Et après, en termes de droit d'auteur, je ne saurais plus te dire à combien ça s'élève. Mais en tout cas, voilà, c'est sécuriser une enveloppe globale, c'est parce qu'ils se rendaient compte, en fait, à quel point il y avait une hémorragie et que les forfaits ne cessaient de diminuer, même en fiction. Donc voilà. Et donc, le documentaire est le genre qui suit pour la négociation. Peut-être préciser qu'effectivement, comme pour la fiction, c'est-à-dire ces 300 € jour qui ont été attribués, ils précisent bien pour de la fiction en prime time, c'est-à-dire de la fiction bien financée. Et en fait, il y a le même problème en documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les films en prime time sur les chaînes qui portent le documentaire, et disons-le tout de go, il y a quand même le service public qui est un fer de lance. Enfin, France Télé plus Arte, c'est quand même ceux qui produisent le plus de documentaires à l'année et donc c'est même l'ADN. Je crois que Arte, c'est 80% de sa grille, ou quasi. Enfin, sans ces chaînes de service public qui ont une vraie valeur démocratique. C'est-à-dire que ce sont des chaînes avec une mission de service public. Elles la remplissent en proposant du documentaire voilà. Mais forcément, en prime time, les budgets changent. Si vous faites un film dans l'après-midi pour Arte, vous n'allez pas avoir le même budget qu'un Arte Théma à 21h qui va être suivi par tout le monde. Donc, on a toujours ce même problème en fonction du nombre de téléspectateurs qu'on envisage et qui sont devant leur poste ou en streaming, vous n'avez pas la même enveloppe de départ. Voilà, nous, on veut faire la même chose avec cette fameuse EMR. C'est vraiment de se dire, OK, on comprend que certaines chaînes ont moins de capitaux à investir. Enfin, on l'a bien vu quand les grandes plateformes américaines sont arrivées en France. Et quand on voyait les budgets Netflix en doc, je recomptais les zéros. Je dois pas avoir les yeux en face des trous, mais c'était des milliards d'euros par rapport à des millions investis en
en France pour le genre documentaire, donc on fait pas la même chose, c'est évident. Les moyens sont pas les mêmes. Faire un film, ça coûte de l'argent. Ça aussi, faut pas l'oublier. C'est le genre le plus plébiscité par les téléspectateurs. Il y a un récent rapport de l'IGAC, Inspection Générale des Affaires Culturelles, qui vient de sortir. Et en fait, ils ont demandé à un vaste panel, visiblement de gens, des petits aux retraités. Et ils disent, voilà, sur les 12 genres qui passent à la télé, donc, quel est le genre préféré? Et en fait, à plus de 50%, c'est le documentaire qui sort en premier. Donc, il y a une appétence pour ce genre filmique. Et en même temps, on est les parents pauvres de la production. C'est-à-dire que les budgets, c'est 8 fois moins que la fiction, 6 fois moins quand c'est de la fiction télé. Enfin, c'est juste hallucinant. Vous avez dit que vous êtes un syndicat. Pourquoi avoir voulu se former en syndicat plutôt que sous une autre forme de structure, si je puis dire? C'est vraiment lié au périmètre. En fait, c'était pouvoir traiter de toutes les problématiques de droit du travail et avec pour objectif de devenir représentatif pour pouvoir négocier justement tout ce qui relève des négociations de la convention collective de la production audiovisuelle. Et tout à l'heure, tu disais en l'occurrence, vous êtes le seul syndicat reconnu par l'État, par le ministère de la Culture. Ouais. Ministère de la Culture, oui. Ouais. Et ça change quelque chose en termes de légitimité, du coup, pour vos négociations? Alors, c'est pas qu'on est le seul syndicat reconnu par le ministère de la Culture. Je suis pas sûre qu'on puisse le dire dans ces termes-là. En revanche, on est reconnu représentatif par le ministère de la Culture. Et c'est à ce titre que nous, on participe au conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Et on siège donc au sein de ce conseil d'administration avec d'autres organisations représentant les artistes-auteurs. C'est pas cette représentativité-là qui nous permet pour autant de négocier tout ce qui relève de la convention collective. Moi, ce que j'entends, c'est que du coup, il y a eu cette volonté qui a été un constat, qui est là, je suppose, depuis longtemps, et qui a amené à des documentaristes et des auteurs de se regrouper, ce qui est génial. Maintenant, comme vous l'avez dit, vous êtes auteur, réalisateur, et là, vous avez pour mission de défendre des droits. Donc, en fait, dans votre structuration, comment vous êtes constitué ? Quels sont vos pôles d'expertise aussi? Parce que je suppose qu'il y a un domaine très juridique qui doit être assez pointilleux. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur comment c'est constitué de l'idée à on va créer un syndicat à aujourd'hui dans les faits, ça représente quoi? Il y a combien de personnes? La Garde a déposé ses premiers statuts en septembre 2019. Au début, on a fonctionné sur du don. C'est-à-dire que comme il y avait tous ces gens qui étaient prêts à faire quelque chose, c'était à votre bon cœur, messieurs, dames, c'était une cagnotte litchi, d'une certaine manière, qui a marché, qui nous a permis en fait de commencer un peu à nous structurer. Et en fait, très vite, dès l'année suivante, donc en 2020, la SCAM est venue nous renforcer, beaucoup financièrement. C'est-à-dire qu'elle soutient, sans la SCAM, on n'arriverait pas à vivre. Voilà, et maintenant, c'est plus à votre bon cœur, messieurs, dames, c'est les adhérents, donc on est 300 adhérents à la Garde, et c'est 1% de nos revenus bruts annuels qu'on verse. Il y a un tarif solidaire, parce qu'on sait bien que pour les débutants, pour des gens qui ont des accidents de parcours aussi, ça arrive d'avoir des années un peu difficiles. On sait qu'à la jambe, on n'a pas travaillé, 1% de ses revenus, ça peut être compliqué. Et le tarif minimum qui est à 160 €. Donc voilà, on demande une cotisation parce qu'effectivement, on a 2 permanentes qui sont des juristes brillantes qui ne comptent pas leurs heures et qui se retrouvent avec des monticules entre les réunions, les négos et les contrats pour relecture et qui abattent un travail énorme. Donc voilà, on a 2 postes fixes de gens qui sont extrêmement compétents. Enfin, c'est 2 filles, mais ça a toujours été 2 filles qui ont un savoir juridique dont on a besoin parce que, voilà, en général, les réalisateurs, non seulement des phobiques administratifs, mais en même temps, vous nous mettez un alinéa de point 2B, oula, ils voient le dalose, ils fuient tous en courant en général. Non, mais c'est vrai, la relecture des contrats, parfois, il y a des choses, il suffit juste de se pencher un peu sur l'article pour dire, ah oui, ok, ça veut dire ça, ou alors je dis juste dire, mais en général, on ne sait pas le faire, ça, c'est pas notre tasse de thé. Donc voilà, l'argent va là. Et les cotisations, elles permettent de sponsoriser le reste. Forcément, quand on veut faire des actions, qu'il faut imprimer des leaflets, des tracts, bah oui, tout ça, ça coûte un peu d'argent. Donc voilà, c'est ça. Mais
Grosso modo, c'est une aide juridique qui n'est pas très chère, je trouve, à titre personnel. 1% de ses droits, aller voir un avocat spécialiste en propriété littéraire et artistique, je pense que votre cotisation en une ou deux séances, elle est déjà rentabilisée. Enfin, voilà, parce que il faut savoir relire, il faut savoir comprendre ce qu'il y a entre les lignes. En plus de ça, je trouve que juridiquement, il y a un vrai savoir-faire à la garde, parce qu'à force d'en relire, il y a des points qui reviennent, c'est-à-dire des points un peu obscurs de temps en temps sur lesquels le producteur va rester dans la légalité, mais on est quand même à la marge, on est quand même au bord du précipice, et tout de suite, les juristes de la garde vont le voir. En disant ça parce qu'on a déjà eu le cas et qu'en fait on a eu un cas concret derrière qui s'est retourné contre l'auteur parce qu'il s'est vu dépossédé de tel ou tel droit. Voilà, donc faites très attention à ça. Donc il y a des warnings parce que ce qu'ils ont l'habitude d'en lire et finalement... ça m'est arrivé souvent, à titre totalement personnel, avant la création de la garde, de m'adresser à des amis qui sont avocats. Mais même ceux qui étaient avocats en propriété littéraire et artistique, ils disaient défendre, je sais pas, que les cas, c'était Houellebecq qui voulait négocier un contrat parce que tel producteur de cinéma voulait adapter son œuvre. Donc, ils étaient à des niveaux de négo. C'était pas nos petits contrats de est-ce que je vais me faire piquer mon idée, comment je défends mon idée. Il y a que des gens qui... voilà, il y a que des juristes de la garde qui peuvent avoir ce réflexe aussi. Parce qu'elles font aussi cellule des coups de psy à chaque fois qu'on a un problème avec des... Non mais c'est vrai, il y a un petit côté psy, c'est les juristes psy. Oui, mais j'ai encore fait arnaquer. Oui, il est pas gentil. Oui, son contrat, il est pourri. Bah ouais, voilà. Pardon. Non mais ça sert aussi à ça, la garde. C'est qu'en plus de la négociation, de l'aide juridique qui est absolument fondamentale, parce qu'en fait, on se bat jamais mieux qu'en connaissant nos droits, c'est aussi une écoute, c'est-à-dire de ne pas se sentir seul, parce que souvent, c'est quand même un métier où on est très seul. Tu voulais nous poser la question de pourquoi les réalisateurs ne se syndiquent pas, mais parce qu'en fait, ils sont isolés, donc ils ne savent même pas comment faire. C'est-à-dire, tout le monde... le grand public, ou je le vois même dans mon cercle d'amis, ils ont vraiment l'impression que je me mets devant mon ordi et que Dieu me parle, parce qu'il est hyper sympa, Dieu, avec moi. Donc en fait, il me donne des idées de sujets, il me dit où trouver les archives, il me dit où trouver le contact de telle personne, et j'ai qu'à être au bord de la mer en sirotant une caipirinha, et puis je vais écrire un dossier de 30 pages en 15 jours en faisant des ploufs. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas glamour. Ça, c'est une vision très française et très romantique de l'écrivain en sous-pente, qui grelotte de froid parce qu'il a plus de charbon dans le poil, mais qui va écrire Les Misérables, quoi. Non, Les Misérables, c'est nous, quoi. Enfin, Les Misérables, c'est... Non, mais on est devant notre ordi, on se dépatouille comme on peut, et après, c'est à nous d'aller chercher aussi le producteur. Pour quelqu'un qui débute, c'est pas facile. On a tous des souvenirs du premier doc qu'on a fait. Parfois, il y a une histoire de chance, de recommandation, d'être là au bon endroit au bon moment. Quand vous êtes tout seul devant votre ordi, vous pouvez avoir le meilleur doc du monde si vous ne trouvez pas un producteur qui va trouver les sous pour qu'il vous voit le jour. Voilà. Pour revenir sur la réticence des réalisateurs ou des auteurs à se syndiquer, comme tu le dis, c'est la solitude. Est-ce qu'il y a d'autres parts? Pourquoi, en fait, ils ont ces réticences-là? Souvent, en fait, c'est... pourquoi on se syndiquerait? Il n'y a rien qui change de toute façon. On se fait toujours arnaquer. Ça, c'est ce qu'on entend, mais je pense que les deux permanentes du bureau en entendent plus, non? Après, c'est le fait mais c'est aussi valable pour les administrateurs, d'assumer en fait le fait d'être à la garde, que ce soit en tant qu'adhérent ou administrateur. Mais là, on est quand même en train de constater que ça évolue un peu, je trouve, au niveau de l'image en fait que la garde peut renvoyer. Pour revenir là quand même sur l'activité de négociation et relecture de contrat. Donc c'est vraiment le premier motif d'adhésion. C'est aussi ça permet surtout à Sophie d'avoir une vraie visibilité en fait sur les pratiques contractuelles documentaires. Et c'est sur la base en fait de ces constats-là que nous après on peut affiner et affirmer nos positions dans le cadre de négociations. Typiquement, dans la perspective des négociations MR, c'est parce que on voit passer tel montant de rémunération pour telle durée d'engagement, pour tel format, etc. Donc voilà, c'est vraiment de la matière qui alimente aussi nos revendications dans le cadre de nos négociations. Et après, c'est vrai que dans l'accompagnement individuel, on essaye d'aller vraiment le plus loin possible, de les accompagner le plus loin possible jusqu'au
jusqu'au précontentieux, en fait. On peut envoyer des courriers directement pour le compte de l'adhérent, à l'attention du producteur pour essayer de résoudre un litige. Ça a pu marcher pour certains. Donc voilà, donc là, on voit que malgré tout, un courrier de la garde, les adhérents se sentent plus forts, se sentent plus soutenus. Et ça peut faire évoluer aussi certaines situations ou résoudre des conflits. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi la négociation qu'on fait pour des collectifs. Collectif d'artistes? Tout à fait. Ce sont des collectifs de réals qui sont constitués parce que justement, il y avait une lassitude, il y avait des revendications sur des émissions dont la rémunération n'a pas évolué depuis en l'espace de, je sais pas, d'une dizaine d'années. Et ils ont fait appel à la garde. Donc, on les a accompagnés. Alors, il y en a pour lesquels le producteur a claqué la porte au nez quand il a su que la garde était intégrée aux négociations. Il n'a plus voulu négocier. Et il y en a d'autres avec lesquels, en revanche, ça a bien marché. Où on a pu obtenir satisfaction. En tout cas, le collectif a obtenu une journée supplémentaire avec application de la loi, en fait, s'il s'agissait de conditions d'indemnisation pour heures de voyage. Donc voilà, on sent que il y a un effet, il y a un grondement en fait qui se fait sentir et que en fait les réalisateurs, même si la garde s'est créée là-dessus, en tout cas, qu'il y a une fédération, il y a quelque chose qui est en train de se constituer. Dans un épisode précédent que j'ai fait, il y a eu l'interview de la SCAM, notamment avec Guillaume Toulon de la permanence juridique, qui m'expliquait donc l'intérêt de la permanence, à savoir pour les auteurs réals, d'avoir la possibilité d'avoir une relecture de contrat. Et donc, ce que vous faites aussi, je suppose. Donc, si je comprends bien, juste parce que j'ai l'impression que parfois vous avez chaque structure peut avoir un peu des activités communes, mais que tout le monde ne va pas au bout des choses de la même façon. Tu as parlé également, en fait, un peu comme si vous étiez médiateur, si je puis dire, d'une certaine façon, en assistant les réalisateurs. Les collectifs, hein. Ouais, ou s'ils ont un problème avec leur producteur, pour moi ça reste une façon d'être médiateur, oui, si on peut dire, je sais pas si le terme est correct. Mais il existe par exemple une autre association de médiation de litige. Ça, c'est la MAPA. Je dirais pas que nous, on intervient en tant que médiateur, hein, c'est plutôt, entre guillemets, conseil des réalisateurs. Tu vois, c'est que nous, on est vraiment intervenus en tant que tiers et pour appuyer leurs revendications. Donc, on a trouvé les moyens juridiques, des leviers aussi juridiques. La garde pouvait se permettre d'exprimer certaines choses, certaines revendications ou faire part de certains constats. Là où les réalisateurs, en fait, parce qu'il y a de l'affect vis-à-vis du producteur, ou en tout cas de l'affect pour l'émission pour laquelle ils bossent. Donc ça a permis d'exprimer, en fait, de formaliser certains constats que eux ne se sentaient pas à même d'affirmer à l'égard du producteur. Alors que nous, clairement, la garde, on pouvait très bien, parce qu'on n'a absolument aucun affect avec le producteur, on est dans notre rôle et on est en soutien et en appui de leurs revendications. Donc ça, c'est pas vraiment un rôle de médiation. C'était pour appuyer leurs revendications. Si j'essaye de l'imaginer dans un cas pratique, ce serait en tout cas une discussion que vous avez avec les réalisateurs pour qu'ils expliquent les revendications qu'ils aient avec un producteur, par exemple. Comme tu l'as évoqué à un moment, vous pouvez être en contact direct et envoyer des courriers directement au producteur afin de faciliter ce travail de litige, si je puis dire, mais qu'il n'y a pas de discussion autour de la table à trois parties, vous, le réalisateur, le producteur, comme pourrait le faire un médiateur comme la MAPA. Si, parce que on est intervenu à la table, en fait. Donc, mais c'est pas de la médiation, on intervient, enfin, on représente leurs intérêts. Admettons, si je prends mon cas précis, j'ai un super projet de film, j'ai un producteur, je signe un contrat, j'y connais rien. De quelle façon la SCAM peut m'aider et en quoi vous êtes complémentaire à la SCAM pour ça? La SCAM va t'aider à relire ton contrat. Donc sur la partie droit d'auteur, ce que la garde va faire aussi, mais la garde va aussi t'apporter sa relecture sur ton contrat de travail. Voilà. En tout cas, en termes sur cette activité, cet accompagnement commun, c'est là-dessus qu'on se distingue. Ok.
Ce que je remarque, c'est que, et Alaska, mais ici, vous êtes en effectif ultra réduit. Votre quotidien, il ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes sous l'eau? À quoi? C'est-à-dire, par exemple, si moi je viens vous solliciter parce que il est possible qu'on me demande de signer un peu en urgence un contrat, sous quel délai vous avez la possibilité de répondre? À quoi ça ressemble votre charge de travail, en fait? Ça dépend vraiment, quelle est la demande, si justement il y a une urgence. Mais assez souvent, le réalisateur pense qu'il y a une urgence parce que le producteur lui met aussi la pression pour répondre très rapidement. Mais on lui rappelle toujours qu'il a le droit de prendre le temps de lire son contrat et de demander conseil. Donc ça dépend vraiment de la demande, je dirais. À la louche, tu vois, est-ce que... Moi, je me rends pas compte, du coup, parce que je me dis... Est-ce que on vous sollicite tous les jours pour des relectures de contrats? Et donc, j'imagine qu'en fonction de de la taille du projet, le projet à lire le contrat à lire en l'occurrence n'est pas forcément le même à chaque fois. Mais est-ce que c'est genre il faut attendre 1 mois? Est-ce que ça se fait sous 3 jours? Tu vois, je me rends pas compte en termes de délai. Habituellement, je dirais que ça se fait sur 3 à 5 jours. C'est jamais plus. On essaie toujours de répondre rapidement. En fait, tu accuses réception hyper rapidement. Elle jauge du niveau d'urgence. Et ensuite, en fonction de ça, tu organises un rendez-vous où toi, tu auras déjà lu les contrats. Après, ça, c'est seulement quand les demandes passent par mail. Parce que sinon, on a aussi des demandes directement. Donc, soit sur le portable de permanence, soit sur ton portable, soit sur mon portable. Et donc là, à ce moment-là, faut essayer de concilier les demandes. Et en général, les gens qui appellent les gens qui nous sollicitent sur les portables perso, c'est vrai qu'on les prend, on essaye d'évacuer au plus vite et donc de traiter assez immédiatement. Mais sinon, sur une journée type, déjà là, toi, tu peux parler de la fin d'année quand même, sur la demande de relecture de contrat. Sur la fin d'année, c'est vrai que c'est assez dense. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs-réalisateurs qui ont besoin de signer des contrats maintenant pour commencer à écrire, à tourner, là en début d'année. Donc c'est particulièrement dense. Pour les contrats particulièrement, il y a aussi d'autres demandes avec des différends, par exemple avec les producteurs. Et puis après, on a aussi d'autres choses qui nous prennent du temps sur la communication ces derniers temps. Sophie Douve, chargée de mission. On a eu beaucoup de communication, beaucoup de sujets sur lesquels on a dû communiquer. Donc c'est vrai que ça prend un certain temps parce que ça demande toujours aussi l'avis du bureau, puis du conseil d'administration. Donc c'est vrai que ça ralentit un petit peu le processus. Mais c'est assez rythmé. C'est vrai qu'on n'a pas souvent vraiment le temps. Enfin, je veux dire, ces derniers temps en tout cas, on a beaucoup de sujets à traiter, en fait, là sur la dernière ligne droite de l'année. Vous vous ennuyez pas, quoi? On s'ennuie pas du tout. Du coup, tu reçois combien de contrats à la louche? Par jour, par semaine, par mois? Alors, en moyenne, hors période de vacances scolaires, parce que ça joue aussi pas mal, je l'ai remarqué, je dirais que les contrats, on est entre 3 à 10 dans la semaine. Et après, il y a aussi des appels. Il y a aussi des questions très ponctuelles en tout ce qui va être en matière de droits sociaux, sur l'IRSEC, typiquement. l'IRSEC, tu peux dire ce que c'est? En gros, c'est la complémentaire retraite des auteurs, des artistes-auteurs. Nous, on est, en plus de ça, alors on est au RAP, R-A-2-P. Enfin, en gros, comme on est payé en salaire et en droit d'auteur, sur la partie salaire, on cotise à la retraite via la sécurité sociale comme n'importe quel salarié. Sur la partie droit d'auteur, en fait, on était censé cotiser tous à la maison des 2 auteurs, mais qui n'allait pas tellement chercher les auteurs. Donc, il y avait un gros trou dans la caisse, jusqu'à ce qu'en 2017, ils se disent, bon, maintenant, ça suffit, on va créer cet IRSEC, cet institut qui procède au recouvrement, en fait, des cotisations sociales, et qui permet, en fait, de cotiser pour une retraite complémentaire, qui sera utile parce que la seule retraite de la Sécu, vu comme on est mal payé, à mon avis, ne nous suffira pas à avoir une retraite décente. Après, voilà, ils ont commencé à faire des appels aux cotisations en 2017, des rappels, les gens faisaient la sourde oreille parce que parfois les montants étaient énormes. C'est-à-dire que quand ils faisaient des rappels en 2020, 2021, ils rappelaient pour 3 ou 4 ans de cotisations dues. Donc d'un seul coup, les montants étaient énormes et voilà. Donc c'est un organisme qui travaille pour notre bien, mais qui nous
communique pas vraiment dans ce sens-là, toujours. C'est un organisme qui est très mal compris. Et donc, excuse-moi, pour revenir à ce que tu disais, en l'occurrence, tu as des appels de réalisateurs ou d'auteurs qui ont des questions en rapport avec ça? Avec ça, avec tout ce qui va être congé maternité, paternité, congé maladie aussi, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait. C'est souvent très procédurier aussi. Et c'est quel papier, à qui on s'adresse. En où fait, est-ce que quand je on dois est m'inscrire. paumé en tant que réel, C'est on ça. vous appelle. Oui, en gros, c'est ça. Ok, bon Voilà. à savoir. Et c'est ça, et c'est vraiment, je pense, cet aspect-là qui fait aussi la différence de la garde. C'est que cette aide-là, cette sorte de guichet, c'est vrai qu'il est nulle part ailleurs, parce que c'est vraiment sur plein de problématiques différentes. Et on est vraiment là pour y répondre. Ouais, c'est plein de problématiques différentes. Et c'est parce que c'est lié à notre petite structure, c'est que ce seront toujours les mêmes interlocuteurs que tu auras, en fait. C'est pas des interlocuteurs dans telle direction ou dans une autre direction. Là, c'est Sophie et Perle qui répondent et qui orientent. Ok, trop bien. À quoi ressemble votre quotidien? Parce que vous avez évoqué des missions assez différentes. J'entends que ça reste un boulot de bureau, mais je suppose que vous avez des déplacements quand il y a des négociations, des choses comme ça. Sur une semaine, ça peut ressembler à quoi en fait dans vos pratiques? Je réponds au téléphone parce que du coup il y a une sollicitation de cet appel. Je réponds aussi par mail pour des relectures de contrats ou pour répondre à tout ce que tu viens d'évoquer. Est-ce qu'il y a aussi des sujets sur lesquels vous êtes présent physiquement? Tu vois, tu parles de négociations sur le salaire minimum, mais je suppose qu'il y a plein d'autres choses qui sont mises en travail, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez partager à ce sujet? Ouais, il y a tout l'aspect affaires publiques et lobbying, en fait. Donc, où là, la garde va essayer de sensibiliser tous ses interlocuteurs, donc les interlocuteurs de l'écosystème de l'audiovisuel, aux spécificités du genre documentaire et de reportage. Donc, ça va être le CNC, ça va être l'ARCOM. C'est autorité de régulation, c'est la nouvelle autorité qui est née de la fusion CSA-Adopi. Et donc, c'est le régulateur de l'audiovisuel. Donc voilà, donc il y a cet aspect affaires publiques. Aussi, on va essayer de sensibiliser les diffuseurs, les producteurs. Et en fait, et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on en vienne à la structure, c'est que nous aussi, nos missions, au-delà des affaires publiques, la dimension affaires publiques, c'est de coordonner toutes les actions qui vont être impulsées par les commissions. Donc, au niveau de la gouvernance, tu as le conseil d'administration qui se compose de 15 administrateurs. Donc, ce sont tous, comme le disait Sandra, ce sont tous des bénévoles. Et ensuite, donc c'est le CA qui va prendre toutes les décisions stratégiques et politiques du syndicat. Ensuite, donc nous, il y a les 2 permanentes et il y a les actions des commissions. Donc, ce sont des commissions internes à la garde qui sont ouvertes à tous les adhérents. Et donc, il y a, je ne sais plus combien on en a 7, voilà, donc qui portent sur des thématiques différentes. Donc, tu vas avoir la commission droits des femmes, tu vas avoir la commission transparence. Ça, c'est aussi un des points aussi de sollicitation, c'est quand les auteurs reçoivent leurs comptes et qu'ils ne les comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à les déchiffrer, ou alors quand justement ils courent après leurs comptes, et qu'ils ont besoin d'un courrier modèle type pour demander les comptes aux producteurs. On a la commission donc communication, on a la commission journalisme, où elle, son action principale, en fait, pour l'instant, c'est vraiment de lutter, d'œuvrer pour que les réalisateurs d'audiovisuel puissent se voir attribuer la carte de presse. Donc ça, c'est un gros sujet. La commission droits sociaux qui, évidemment, est à l'initiative de l'étude sur la souffrance au travail, qu'on avait révélée au FIPADOC en 2022. Et donc voilà, donc, en fait, les commissions vont avancer sur des feuilles de route dédiées à ces thématiques, qui sont validées par le conseil d'administration, et nous, on intervient en support. Donc là, typiquement, sur la commission de droits sociaux, la garde va mettre en place un atelier avec Thalys Santé, sur un premier atelier, en tout cas, sur les risques psychosociaux. Donc la première thématique va porter sur le respect, l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Voilà, donc nous, on est aussi associés à toute l'organisation de cet événement. Ensuite, il y a toutes les réunions qui sont organisées, donc que ce soit au niveau des institutions. Là, l'autre jour, c'est parce que c'est le CNC qui nous présente sa réforme des aides à l'écriture. Il y a les réunions en interne, il y a les réunions de cadrage pour les négociations. Donc voilà, donc on ne peut pas dire qu'on est vraiment de journée de type, et surtout, ce sont des journées qui vont fluctuer en fonction de l'actualité.
Et du coup, est-ce que vous avez une présence un peu stratégique, notamment sur des événements tout à l'heure, vous avez évoqué le FIPADOC. Est-ce que sur des festivals pro de documentaires, vous avez un intérêt, au même titre que la SCAM, Guillaume Toulon, chez qui se déplace pour des permanences juridiques? De quelle façon, quelle stratégie vous avez justement, déjà pour mieux vous faire connaître également, parce que vous êtes très jeune comme structure, et il y a quand même une ignorance de votre existence, ou une méfiance peut-être à se dire à quoi ça va vraiment servir. Comment vous pensez votre communication et comment vous vous faites connaître? Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de stratégie de communication. Mais c'est ça le problème. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est que tout le travail qu'on fait, clairement, il n'est pas assez valorisé, que ce soit auprès de nos adhérents ou auprès de potentiels adhérents. Après, notre présence en festival, jusqu'à présent, on allait au FIPADOC et au FIGRA. Bon, là, pour des raisons financières, des contraintes, on va dire financières, on ne sera qu'au FIPADOC. Mais en revanche, c'est vrai qu'à chaque présence au FIPADOC, on organise une table ronde. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'accroître notre visibilité. Et c'est aussi notamment l'année dernière, en 2022 au FIPADOC, qu'on a révélé notre étude Souffrance au travail, qui a eu quand même un impact assez retentissant dans le secteur. Et c'est vraiment un gros chantier dont la Garde veut continuer à s'emparer, parce que c'est vrai que dans la foulée, il y a eu aussi une étude, mais en fiction, sur les risques psychosociaux, des scénaristes de fiction, mais qui pointe aussi vraiment les problématiques là sur l'aspect droit d'auteur. Alors que nous, notre étude, c'est assez intéressant, fait vraiment un constat sur l'environnement global dans lequel évolue l'auteur, sa relation avec le producteur et sa relation justement avec le producteur, et comment est-ce qu'il essaye de s'intégrer dans ce triptyque en fait, avec les contraintes éditoriales, les contraintes budgétaires que peuvent lui opposer alternativement le producteur ou le diffuseur. Donc la présence en festival stratégique, c'est le FIPADOC, et après c'est vrai que on essaye, mais bon ça c'est vraiment c'est compliqué. En termes de coût aussi, c'est le Sunnyside. Donc, où en gros, on essaye d'y aller, mais c'est vraiment juste pour présenter la nouvelle présidence aux interlocuteurs. Parce que donc, les mandats de la présidence, c'est 1 an à la Garde. Et la G a lieu en mai, fin mai. Donc, en fait, c'est ça. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle présidence. Et donc, c'est à l'occasion du Sunnyside qu'on se dit qu'il faut la présenter à tous nos partenaires et les interlocuteurs. Voilà. J'ai une question qui est plus par rapport aux adhérents. De ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles, ce que j'entends absolument au vu de comment ça doit fonctionner. Est-ce que, sachant que ça reste assez récent, le fait de se syndiquer dans la profession, est-ce que les personnes qui sont adhérentes chez vous peuvent être un peu blacklistées, ou est-ce que, de quelle façon, quel accueil il y a de la part de partenaires type producteurs, diffuseurs? Est-ce qu'ils peuvent avoir une méfiance un peu plus établie, si je puis dire, parce qu'on se dit, c'est des gens qui sont peut-être plus éveillés sur leurs droits? Est-ce que je suis blacklistée? La réponse c'est évidemment, on peut se poser la question. À partir du moment où on est syndiqué, on se doute bien que on va faire relire nos contrats. Il y a une sorte de méfiance, mais en fait, ce que j'arrête pas de dire aux autres membres, c'est n'hésitez pas à dire que vous êtes à la Garde. Au contraire, parce qu'en fait, ça veut dire que vous faites attention à votre contrat, que vous ferez pas marcher sur les pieds, et que attention, il y a quelqu'un qui vous regarde. C'est vraiment someone is watching you. C'est-à-dire que si tu as des pratiques de truands, ça va remonter. Ça va pas rester qu'entre toi et moi. Et en fait, au début, j'avais un peu peur de le dire. Et maintenant, c'est limite si j'y vais pas avec mon badge garde. Parce que tout de suite, ils se disent, si le contrat est trop pourri, je vais avoir un retour qui sent l'hermine. Ça, c'est une amie avocate qui me dit, ça sent l'hermine. C'est-à-dire, ça sent quand même le oula, on va aller au bras de fer juridique. Ils sont pas tellement enviés, c'est une façon de se faire respecter. Enfin, vraiment. Ou eux le sont tous syndiqués. Tous les producteurs, quasiment tous. Enfin, ils sont tous. Il y a 2 gros syndicats, l'USPA et le SPI. Il y en a d'autres, le SPECT et le SATEV. Ils sont 200 à l'USPA, 500 au SPI, 46 au SPECT et 90 à la SATEV. Et en gros, d'après justement le dernier rapport de l'IGAC, il y a 500 producteurs sur la
place, enfin, qui sont vraiment actifs. Ils sont déjà 500 au SPI, donc ils sont tous syndiqués, grosso modo. Donc, s'ils nous reprochent d'être syndiqués, dire, et toi ? Enfin, et toi, tu l'es pas syndiqué ? Tu te mets d'accord avec tes petits copains pour aller aussi défendre vos droits vis-à-vis des diffuseurs, vis-à-vis de l'État français, parce qu'ils peuvent avoir des déductions fiscales ou ce genre de choses. Et évidemment qu'à plusieurs, ils sont plus forts. Ben, nous aussi, à plusieurs, on est plus forts. Donc, en fait, c'est juste dire, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu me reprocherais quelque chose que tu fais toi-même. Et je pense que c'est une force et une façon de se faire respecter davantage. Parce que voilà, souvent, comme on est tout seul, comme je te le disais, on est tout seul face au producteur aussi, et il se dit, je peux faire passer n'importe quoi, de toute façon, il n'a pas de... Il peut s'appuyer sur personne d'autre. Si, en fait, je vais m'appuyer sur les super juristes de la garde, et puis je vais te dire que ça, en fait, c'est pas légal. J'adore biffer, moi, les contrats, enfin, c'est celui qui les biffe, et après, je les renvoie. Mais c'est jouissif. Attention, avec des formulations qui sont vraiment le juriste. En totale contradiction avec la propriété littéraire et artistique. CF, article machin, et du code de propriété littéraire et artistique. En fait, le producteur, il n'est pas plus juriste que moi. Mais il sent quand même que ça a été relu. Je dis, toi, tu as des juristes pour t'établir les contrats. Moi, j'ai des juristes pour les relire. C'est, voilà. Fair game. Mais je crois qu'en plus, ça donne du courage aux réalisateurs de sentir qu'il y a vraiment... une légitimité aussi, et je crois que ça inverse aussi le rapport de pouvoir, j'ai l'impression. C'est ça rééquilibre un petit peu le rapport de pouvoir, et ça donne vraiment plus de courage, et en plus ça fait changer la pratique, en fait, au fur et à mesure, plus les auteurs-réalisateurs vont négocier, et plus il y aura un changement de pratique, parce que plus les contrats sont de plus en plus corrects, il y aura de moins en moins de certaines clauses qui sont à la limite de la légalité, ou des choses comme ça, et je crois que c'est bien vu dans le sens où ça rééquilibre en tout cas ce rapport de force-là. Je sais pas s'ils nous aiment plus, mais ils nous respectent un peu plus. Ça, je pense que c'est très enquiquinant d'avoir quelqu'un qui a plus de moyens de se défendre. C'est-à-dire, je pensais que c'était moi avec ma puissance c'est moi qui donne le pognon. Mais moi, c'est moi qui t'apporte ma force de travail. Donc, à un moment donné, il faut que ça se rééquilibre. Parce que son dossier écrit par les auteurs-réalisateurs, le producteur, il n'a rien à proposer aux chaînes. Donc, voilà, ça rééquilibre. Ça rééquilibre des pouvoirs. Et vraiment, ce que je dis à toutes mes consoeurs et confrères, c'est surtout, n'ayez pas honte de dire que vous êtes à la garde. Parce que justement... vous prenez moins de risques d'avoir un contrat vraiment, vraiment pourri. Et quand bien même, ils tentent le tout pour le tout, parce que le producteur ou la productrice, il y a aussi des femmes, tente, à la relecture, ça passera pas. Donc, voilà. Et je ne suis pas seule. Et si vous voulez, voilà, on va le faire remonter en haut lieu. Il y a toujours moyen aussi de dire, attendez, c'est quand même bizarre comme pratique, on va en parler au CNC, vous avez le CNC automatique, c'est un peu ça. C'est une façon de leur dire... voilà, il y a de l'argent en jeu, et on ne fait pas n'importe quoi avec le droit du travail ou avec la propriété littéraire et artistique. Il y a une loi, il faut la respecter, c'est tout. Par exemple, là, on parlait, tu vois, de la carte de presse. Là, on a le prix Albert Londres qui a été attribué en catégorie audiovisuelle à Hélène Lamtron, qui est vice-présidente de la commission journalisme. Et donc là, à l'occasion de son discours, elle n'a pas hésité justement à interpeller sur les problématiques que rencontraient les réalisateurs pour se voir attribuer la carte de presse, parce qu'elle est systématiquement refusée aux réalisateurs intermittents. Et donc, voilà, donc, elle a clairement assumé son engagement au sein de la garde, et puis la position de la garde sur ce sujet. Ouais, je tiens à préciser que son film qui est brillant, qui s'appelle Daesh, les enfants fantômes, elle l'a tourné en Syrie, et que déjà la Syrie, même avec une carte de presse, ça n'empêche pas de se prendre une rafale, c'est pas ça le problème, mais ça ouvre des portes et ça protège. Un checkpoint à plein de choses. Être identifié clairement et de façon internationale, parce que la carte de presse, elle est la même dans tous les pays, que vous soyez américain, thaïlandais ou coréen. Vous êtes sur une zone de conflit, vous avez la carte de presse, vous êtes quand même reconnu comme tel. Il a fallu elle en parlera mieux que moi, évidemment, c'est elle qui l'a vécu dans sa chair, mais je pense que vraiment, ça a été une contrainte en plus sur un sujet qui était compliqué et risqué. Voilà.
Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'on peut parler des questions fréquentes que vous avez? En fait, les sujets les plus fréquents, tu vois, si on fait une foire aux questions, globalement, qu'est-ce qui revient constamment? Et qui, selon vous, pourrait être... je ne vais pas dire que vous en avez marre de répondre à ces mêmes questions, mais qui font peut-être lieu d'état, un état des lieux plutôt du manque de connaissances, du manque de formation de la part de nos métiers qui sont très solitaires et qui manquent peut-être de... Il y a beaucoup de gens aussi très autodidactes, en fait, donc c'est compliqué de se fédérer, de savoir... La question quand même récurrente, c'est à quoi ça sert la garde? Quel est l'intérêt d'adhérer? Bon, il y a plein de réponses, hein. Il y a plein d'intérêts à adhérer à la garde, mais c'est vrai que, en tout cas, il faut faut que les réalisateurs soient assurés quelque part en fait d'y trouver leur compte et d'y retirer un intérêt, un avantage concret et pratique. Donc c'est pour ça, encore une fois, je pense que c'est loin d'être anodin que la relecture de contrat ce soit le premier motif d'adhésion. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'on peut avoir différents types d'adhérents. Il y en a, c'est vraiment du pur militantisme en fait. S'il y a des adhérents qui ont une expérience, qui ont une notoriété avérée, mais en fait qui soutiennent, ce sont des sympathisants en fait, qui soutiennent le mouvement parce qu'ils considèrent que c'est important qu'il y ait cette union en fait qui soit créée au sein des réalisateurs et surtout aussi pour les jeunes générations. Mais il y en a d'autres qui vont simplement nous consulter parce que justement ils vont rien comprendre à leurs problématiques de droits sociaux. Voilà. Après, pour les intérêts à adhérer, je ne sais pas si on en a vraiment parlé, si on a fait la liste. Il y en a quand même pas mal. C'est donc au-delà de l'accompagnement juridique, on fait des apéritifs mensuels. Et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est vraiment un moment convivial où en fait... au-delà de la thématique qui va être abordée, en général c'est un point d'actu ou alors essayer d'outiller les adhérents pour négocier leur contrat par exemple. C'est des moments conviviaux où chacun peut faire part un peu de son expérience et justement de ne pas se sentir seul, de sentir que ils font partie d'un collectif. Et donc il y a ça, il y a aussi on leur met à disposition quand même pas mal d'éléments, de ressources à disposition, donc notamment un guide de négociation, où là, en fait, on a repris les principales dispositions des contrats de cession de droit et avec des points de vigilance, notamment, tu vois, tout simplement, de dire que faut pas céder ses droits sur toute la durée légale, parce que la durée légale de cession, c'est hyper long, c'est 70 ans post-mortem, donc on conseille de négocier. Où on explique les mécanismes du contrat d'option, que la rémunération de ton contrat d'option, finalement, il faut la faire varier en fonction de la durée de l'option. Voilà, donc ça, c'est le guide de négociation de contrat. On a des modèles types de courrier, donc justement adressés aux producteurs pour la demande de remise des comptes de production ou des comptes d'exploitation. On a aussi quand même une grille de rémunération. Ouais, c'est bien la transparence. Ouais. Qui est rempli en fait par nos adhérents. On a sondé nos adhérents sur la rémunération qu'ils perçoivent par case pour que en fait les adhérents puissent avoir une visibilité d'ensemble et sur quand ils vont bosser sur tel ou tel projet, ils puissent avoir un ordre d'idée de la rémunération négociée, en tout cas une fourchette. On a ça, on a aussi organisé des ateliers de décryptage des comptes, justement parce que c'est bien de recevoir ces comptes, mais encore faut-il être capable de les lire. Donc on avait fait intervenir des producteurs qui nous ont montré, en fait, sur la base d'exemples de cas concrets de comptes de production et d'exploitation, qu'est-ce qui était intéressant à négocier. Tu parlais d'ateliers. Alors moi qui n'habite pas à Paris en l'occurrence, je me sens loin souvent de ce qui se passe sur des événements où il faut souvent être en présentiel. Est-ce que vous avez une volonté ou est-ce que c'est quelque chose que vous mettez déjà en place? Tu parles d'atelier avec un producteur. Bon, l'apéro, clairement, c'est compliqué de le faire à distance, on est d'accord? Même si pendant le Covid, on l'a plus ou moins fait l'apéro visio. Bon, est-ce que par exemple, l'atelier dont tu viens de parler avec le producteur, qui est peut-être un partage de slides PowerPoint, c'est quelque chose que vous faites aussi à distance? Oui, tout à fait. On a fait un compte-rendu aussi qui met à disposition des adhérents. En fait, ils ont un espace membre avec une rubrique ressources et donc c'est là qu'on leur met tout à disposition. Pareil là, l'atelier qu'on va mettre en place avec Thalys Santé, ce sera en format hybride
présentiel et visio. Donc oui, on essaye on essaye à chaque fois d'inclure vraiment le plus de monde, le plus d'adhérents possible. Ok. Et Thalys Santé, en l'occurrence, c'est quoi, une mutuelle ou... Non, Thalys Santé, c'est la médecine du travail, c'est anciennement, c'est le CMB, c'est ça, c'est le centre médical, je sais plus. Il y a tellement d'acronymes. Ouais, centre De médical Bernard. de la Médecine du Source. travail. Et donc là, c'est un psychologue clinicien qui va intervenir et qui va animer l'atelier. Et donc ça, encore, ça fait suite au chantier souffrance au travail, et risques psychosociaux des réalisateurs. Et tout à l'heure, tu as évoqué que vous aviez plein de ressources à disposition, qui sont notamment des documents. On les retrouve où, ces PDF à télécharger sur votre site internet? Oui, dans l'espace adhérent. En revanche, ils ne sont ouverts qu'aux adhérents. Donc adhérer à la garde. Oui. Vous saurez combien de payer par case. Attention, arnaque. Non mais ça, c'est vrai que c'est génial, effectivement, comme outil de Ça, c'est de fondamental négociation. sur la négo, ouais. Et ça sert tout le temps. Bien Quand les gens sûr. me disent, mais combien je peux demander? Je dis, regarde la grille. Tu regardes tarif bas, tarif haut, ça dépend de la difficulté du sujet. Si tu es vraiment grand débutant, tu peux dire, ok, je vais mettre plutôt dans le tarif bas, mais pourquoi? Parce qu'il peut y avoir aussi des juniors, mais qui ont l'idée du siècle ou qui vont prendre des risques. Et c'est, non, là, ça ne rentre pas dans la fourchette des salaires. Voilà. Je sais plus, si, il y a plein de gens qui, par exemple, sur Envoyé spécial, ça dépendait de la boîte de prod qui le faisait. Donc, les salaires, ils passaient de... la variation, c'était de 40% en fonction de la boîte de prod. Donc, on va faire une pondération, c'est ça. Au moins, ça. Après, tout le monde peut négocier au-dessus, mais au moins ça. Au vu de l'expérience que vous avez, soit en tant que réalisatrice ou de vous en tant que permanence juridique et de la garde de manière générale, est-ce que vous auriez des attentes envers les auteurs, réalisateurs? De quelle façon, en fait, ils pourraient mieux s'armer? Alors, vous existez, c'est merveilleux, mais est-ce qu'il y a... Vous faites un état des lieux sur un manque de connaissances? De quelle façon, en fait, ces gens-là pourraient répondre à des questions qui, parfois, sont peut-être simples? Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on manque de connaissances à ce sujet-là, en fait? Sur la partie juridique, ne serait-ce que le guide qu'on a à disposition, en fait, il répond à la plupart des questions qui vont être posées par les adhérents quand on les a en ligne. Après, je pense que ce que ça démontre, c'est qu'il y a aussi besoin vraiment d'un soutien personnel. Et c'est pour ça qu'il y a cette ligne téléphonique, cette permanence juridique, ça participe d'un lien fort, en fait, qui va se créer entre le syndicat et ses membres. Ici, ça va être, attends, méfie-toi, visiblement ton producteur, il a une autre vue derrière. Je sais pas, il y a une sorte de lecture avec, par la garde qui se projette plus dans l'avenir. C'est pas juste un texte de loi, c'est attention, si tu t'engages à ça, fais attention à tel truc. Voilà ce qui pourrait t'arriver. Parce qu'en fait, il y a le retour aussi concret. Parce qu'un contrat, c'est un contrat. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Quand, je sais pas, je vais prendre un exemple, d'ailleurs, j'arrête de le signer, ça, parce que au bout de la 24e page, en général, on lit plus. Donc, on cède nos droits pour tout le monde, pour une diffusion auprès des extraterrestres sur Mars, avec Elon Musk, chez les bisounours. En fait, au bout d'un moment, on lâche l'affaire. Et puis, finalement, on se rend compte que y a des cases qu'on coche. Par exemple, oui, vous pourrez en faire un bouquin et je vous cède mes droits. Mais en fait, non, cette case, elle n'est pas... Que ça soit multi-support avec les plateformes, avec YouTube, avec ce genre de choses. Oui, super qu'un film y soit vu et revu. Reste à toucher droit d'auteur à chaque diff. Ça aussi, il y a des choses comme ça où eux, les juristes de la garde, les permanentes de la garde vont nous dire, fais gaffe, si tu coches ça, ça veut dire que, alors qu'il y a un potentiel de revente à l'international, tu ne devrais pas avoir ce minimum garanti, ou en gros, quand bien même c'est vendu dans 10 000 pays au monde, tu toucheras zéro finalement, parce que c'est 0,01% et qu'on va dire, ah mais je t'ai déjà donné 6 000 € en droit d'auteur, et en fait, si on fait bien mes calculs d'apothicaire, en fait, je ne te dois rien. En fait, il y a plein de choses, ils vont dire attention. Sur comment les auteurs-réalisateurs peuvent, peut-être pas moins nous solliciter, mais peut-être prendre le temps, je pense aussi de prendre connaissance, comme tu disais, du guide de la négociation, des ateliers, de venir, de participer, ou de prendre le temps de relire tous les comptes rendus qu'on fait, et même si nous, on va délivrer l'information, de parfois aller la chercher, et si jamais, évidemment, ils ne l'ont pas, ils ne la trouvent pas, on sera bien sûr là pour répondre aux questions, mais la plupart du temps,
les réponses, ils les ont déjà souvent en ligne sur notre site, en fait, tout simplement. Ça pourrait vous désengorger aussi. Oui, mais c'est parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils viennent pas que en fait, pour des réponses juridiques, c'est qu'ils viennent pour un soutien aussi psychologique et relationnel. Et c'est ça aussi qui fait que la dimension, elle est forte et que vraiment, c'est la filiation, l'appartenance à une communauté. Et cette communauté, en fait, on l'a fait vivre par les réseaux sociaux. On a un groupe Facebook qui est fermé et réservé à nos adhérents. Donc là, en fait, on partage la veille, les actus. Eux peuvent aussi lancer des appels de demande de renseignements. On les sonde beaucoup aussi. À chaque fois que, typiquement sur la négociation de la rémunération minimale, avant de négocier justement sur des montants de rémunération pour le dossier d'écriture, on les avait sondés pour connaître un peu justement l'étendue des pratiques. Pareil, là, il va y avoir les comités de suivi, en fait, c'est toutes les parties signataires des accords. Donc là, typiquement de la tripartite, sont censés se réunir pour faire le point. Bon, bah voilà ce qu'on a comme remontée sur cet accord. Ça semble respecté, ça semble pas respecté. Voilà, donc on les sollicite aussi beaucoup pour que eux nous fassent les retours des problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans l'application des accords qui sont censés s'appliquer. Et puis on n'a pas dit aussi, c'est aussi notre réseau en fait. On est membre de la FERA. Et donc la FERA, c'est la Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel. Et donc en fait, ça réunit des organisations de réalisation donc de tous les États membres. Et c'est vrai que c'est aussi une matière, c'est hyper riche et ça permet de pas mal nourrir la réflexion que nous on peut avoir sur des sujets européens. De voir comment ça se passe dans chaque État, de faire un peu un benchmark, et notamment là sur l'intelligence artificielle, la FERA est beaucoup mobilisée, mais sur la transposition de la directive droit d'auteur, donc justement en vertu de laquelle on a fait nos négociations sur la rémunération minimale, on a aussi pris connaissance de comment est-ce que les autres États avaient transposé cette disposition et comment est-ce qu'ils avaient négocié. Donc ça fait partie donc on fait partie de la FERA. On est aussi en intersyndical avec U2R, qui est le groupe anciennement 25 images, donc qui défend les réalisateurs de fiction et d'animation. Et c'est vrai qu'on communique beaucoup, et d'autant plus là avec cette perspective de négociation de l'enveloppe minimale de réalisation, donc qui a été signée pour la fiction et qui va s'ouvrir là pour le documentaire. Mais c'est de montrer que voilà, c'est de montrer qu'il y a une communauté, il y a une appartenance, et qu'on échange beaucoup en fait, même en tant qu'organisation, et que au-delà du genre, donc que ce soit fiction, animation ou reportage documentaire, en fait, le métier de réalisateur fait face à des problématiques communes. Voilà, je pense que tout ça participe de l'environnement, en tout cas de la garde, et c'est ça qu'on veut mettre en avant, et c'est de cet environnement-là aussi dont on veut faire bénéficier nos membres. Est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui débutent, des choses qui pourraient leur faciliter la vie d'un point de vue d'une personne bossant à la garde? D'adhérer à la garde. Mais oui, d'adhérer à la garde. Tu parles de parrainage aussi. Hein. Oui, oui. Les jeunes. Oui, les jeunes réels et le parrainage. Justement, c'est compliqué même pour des gens qui en ont déjà fait de vendre des docs. Mais bon, après, on a un réseau, on connaît un réseau de producteurs. Mais c'est vrai que pour démarrer, c'est compliqué. Venir à la garde, c'est bien, d'autant plus qu'on a un tarif spécifique pour les jeunes et les débutants. On a un système de parrainage aussi. Donc justement, lors de ces apéros dont on parlait, qui sont aussi des moments de convivialité où les gens se retrouvent, parlent de leurs problèmes, puis sont contents de se voir tout simplement. On organise assez régulièrement des systèmes de parrainage. Alors, la dernière fois, c'était un tirage au sort, je me rappelle. C'était vraiment dans le chapeau, il y avait un parrain. Alors, un parrain ou une marraine, c'est-à-dire un réal confirmé. Et quelqu'un qui voulait être parrainé. Et donc après, c'est une relation que c'est nous 2 à 2, en disant tiens, voilà, c'est une relecture aussi des dossiers. En l'état, tu peux pas le présenter à un producteur, il manque ça, creuse ça. C'est déjà une relecture. Et puis après, c'est un système de
tiens, tu devrais appeler tel producteur, voilà son numéro de téléphone, voilà son mail, écris-lui de ma part. En fait, ça sert à ça. C'est le mentorat, quoi, finalement. C'est du mentorat et via la garde, voilà, la personne ne se retrouve pas toute seule devant son ordi à regarder les 500 listes de producteurs et à se dire lequel j'appelle. Enfin, voilà, très sincèrement, ouais. Donc voilà, une bonne raison pour les jeunes d'adhérer à la garde parce que vraiment, il y a moyen d'être accompagné. On ne fera jamais des miracles, c'est évident. Enfin, on ne peut pas garantir que le film va être vendu, mais au moins, c'est lui mettre le pied à l'étrier, lui donner la bonne stratégie et voilà, et avoir une mission d'accompagnement, de conseil et baisse pas les bras. Si lui, on veut pas, c'est pas grave. Ils sont 500, ça va. On va taper à la porte à côté. Non, mais vraiment, voilà. Et c'est bien. Et il faut que les nouvelles générations s'engagent dans ce beau métier difficile, mais nécessaire, même pour la démocratie. Donc, oui, venez à la garde, on vous aidera. Regardez les jeunes. Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Sophie Douve, Perle Schmitt-Morand et Sandra Rude pour leur temps, leur clarté et leur engagement. Merci aussi à la garde pour son travail essentiel au service des auteurs et autrices de documentaires. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet échange. J'espère qu'il vous aura donné, comme à moi, des clés pour mieux comprendre les enjeux collectifs de notre métier. Dans le prochain épisode, on change d'ambiance, direction le terrain et la création, avec un making-of du film Scolopendre et Papillon de Laura Martin Hernandez. C'est un projet intime, sensoriel, tourné au plus près du corps et de la mémoire, qui nous permettra de parler processus, intention et fabrication du réel. D'ici là, n'hésitez pas à partager l'épisode, à vous abonner et à nous laisser vos retours, c'est précieux, vraiment. Ce podcast d'ailleurs, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook. Je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode. Un podcast produit et réalisé par mes soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnon, avec Vera et Léon au violoncelle et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt.